Eh ben, bonjour Toulouse. Ça fait vraiment plaisir d'être ici à Frames. Si on m'avait dit ça quand j'étais gamin, qu'un jour je me retrouverais là face à vous, entouré de gens charmants, bienveillants, talentueux, pour parler de bière, eh ben, déjà Internet ça n'existait pas quand j'étais gamin, donc ça aurait été compliqué, j'aurais trouvé ça chelou, mais je suis vraiment content d'être ici. Et pour parler de bière, qu'est-ce qu'il peut y avoir à raconter sur la bière ? Déjà, personnellement, mon premier contact, on va appeler ça comme ça, avec la bière, j'ai trouvé ça dégueulasse, mais vraiment ignoble. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui se souviennent de leur toute première bière, qui ont envie d'en parler, qui ont envie de témoigner. Oui, vas-y. C'était dégueulasse. Ah, merci, tu me fais vraiment plaisir en disant ça. Mais en fait, c'est tout à fait normal, parce que déjà, les bières qu'on a goûtées, on y reviendra plus tard, mais ça a été pendant la période d'or des bières industrialisées, des bières avec des extraits de houblon, et le houblon, ça donne de l'amertume. Et l'amertume, naturellement, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop. C'est synonyme de danger. À l'époque, on était chasseurs-cueilleurs. Il y a aussi des études qui montrent que l'amertume, les gens qui aiment l'amertume ont des tendances à avoir des personnalités plutôt orientées vers la psychopathie. Donc ça, je ne sais pas s'il y a des gros amateurs d'IPA ou de bières très houblonnées parmi vous. Ok, très bien, c'est rassurant. Du coup, je vais peut-être commencer par me présenter, faire ça au début plutôt qu'à la fin, c'est mieux. Si jamais il y en a qui ne me connaissent pas, moi je suis JV, de la chaîne Une bière et JV. Et du coup, vous avez déjà 3 informations, mon nom, le nom de la chaîne, le thème, et 4 informations même. Le thème, c'est la bière, et je fais des jeux de mots. Voilà, c'est comme ça. Du coup, pour commencer, je vais vous poser quelques questions. J'aimerais savoir, parmi vous, tous et toutes, qui aime la bière. Oh bah, je peux me casser, alors c'est bon, c'est pas grave. Ok, est-ce que vous sauriez me dire pourquoi ? Ouais. Ça rafraîchit, c'est varié et c'est convivial. Convivial, grave. Ok. Quelqu'un d'autre qui veut se lancer ? Pour l'instant, c'est plutôt sur la gauche, les interventions. Ok. Parmi vous, du coup, ceux qui aiment la bière, combien d'entre vous ont goûté au moins 3 styles de bière différents, on va dire, ces 3 dernières années ? Ok, on a un public de connaisseurs, c'est bien. Maintenant, qui n'aime pas la bière ? Sérieux ? Est-ce que tu saurais me dire pourquoi ? Justement, c'est trop amer. Comment ? C'est trop amer, justement. Trop amer, ok. Et du coup, parmi vous, toi toute seule, est-ce que tu as goûté au moins 3 styles de bière différents ces 5 dernières années ? Non, je crois qu'on a goûté que 2. C'est déjà pas mal, c'est mieux que 1. Ok, bon. Alors, je tiens à dire quand même que moi, mon but aujourd'hui, même si apparemment ça va pas être trop compliqué, mais c'est pas de faire l'apologie de la bière ou de vous encourager à consommer de la bière. Pas du tout, en fait. C'est de vous montrer que grâce à la bière, en partant de la bière, on peut accéder à tout un tas de choses depuis le temps qu'elle existe. Et en fait, c'est bizarre qu'aujourd'hui on n'aime pas la bière, c'est parce que ça fait quand même 20 000 ans à la louche qu'elle est là. Ça fait même avant, beaucoup plus longtemps. Quand on était un peu plus voûté, un peu plus poilu, un peu plus dans les arbres, déjà on a eu cette chance d'avoir la possibilité de consommer des fruits qui étaient tombés des arbres, qui avaient naturellement fermenté avec le sucre qu'ils contiennent et les levures qui sont venues les ensemencer naturellement de façon spontanée. Et du coup, ça nous a permis d'acquérir une sorte de, pas d'immunité, mais de tolérance et de métaboliser l'éthanol, ce qui, en termes de survie, est un sacré bonus. Si on fait une grosse avance rapide, on va arriver à la période chasseur-cueilleur, on va faire une grosse parenthèse sur cette période-là. Un jour, il y a quelqu'un ou quelqu'une qui a trouvé dans un récipient, alors probablement pas en terre cuite parce que c'était un peu plus tardif, mais on va dire une anse en cuir ou peut-être quelque chose en bois. Il y avait des grains dedans, il a dû pleuvoir, il a dû y avoir du soleil, ça a un peu chauffé, il y a eu des levures qui sont venues naturellement fermenter tout ça. Et pouf, ça a fait une sorte de mixture qui devait ressembler un peu à du jus de serpillière ou une flaque de boue. Et cette personne s'est dit, je vais le boire. Et il l'a fait et il a aimé, en fait. Il a adoré, du coup, il a dû en parler à ses potes ou à son clan, à sa tribu. Il appelait ça comme il voulait.
Et du coup, ça a créé une sorte de compétition collective, un échange social, c'est peut-être même à l'origine de l'art. Mais en tout cas, ça a été une des premières impulsions pour se dire il faut qu'on en ait plus souvent et sans avoir à tourner à 10 km à la ronde tout le temps ou plus. Du coup, ça a été la base de l'agriculture, ce qui est quand même pas rien. C'est-à-dire, la bière, ça a été inventé avant la roue, quand même. Et ça permet d'aller beaucoup plus loin. On va le voir après. Donc si on fait encore une petite avance rapide, on va arriver vers la période des Babyloniens, des Akkadiens, des Sumériens. Et là, on se retrouve avec une tablette d'argile avec une écriture cunéiforme. C'est des petits bâtons quoi, dans de l'argile, qui est un des premiers poèmes retrouvés de l'histoire de l'humanité. Et ce poème, je pense que certains d'entre vous ici, je vois les regards qui s'illuminent, doivent le connaître, c'est l'Ode à Ninkasi. Et l'Ode à Ninkasi, c'est la déesse sumérienne de la bière. Et ce poème, en fait, raconte comment on fait la bière. Donc si on résume, les Sumériens ont fait le premier poème de l'histoire de l'humanité. Et c'est une recette de bière qu'ils adressent à la déesse de la bière. Ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, on a les Babyloniens. Les Babyloniens, il y avait ce grand Hammurabi de Babylone, un roi babylonien assez sévère avec une grosse barbe comme ça et des sourcils de taureau. Et lui, il a rédigé l'un des premiers corpus de droit de l'histoire, donc l'origine du droit. Et dans ce grand corpus, il y avait 4, 5, 6 alinéas, on va dire des tirets, c'était une grosse stèle comme ça. Enfin, une grosse stèle comme ça plutôt. Et il y en avait plusieurs qui concernaient déjà la bière, dont par exemple un tiré qui disait que si vous faisiez une bière et qu'elle était ratée et que vous la faisiez consommer quand même, comme punition, vous seriez noyé dedans. Voilà, avec le sourire. Je ne sais pas, c'est peut-être une mort appréciable après tout, il y a pire. Vous avez aussi l'un des premiers récits de l'histoire, qui est l'épopée de Gilgamesh. Vous avez le protagoniste principal, on va dire, qui s'appelle Enkidu, qui naît, on va dire, il naît animal, et puis il passe d'un état d'homme en rencontrant une personne qui va lui faire goûter de la bière et manger du pain. Donc ça permet de faire le pont avec les Égyptiens qui avaient tout compris à la vie, puisque pour eux, du coup, ils ont vraiment sublimé, ils ont porté à son paroxysme tous les savoirs que leur ont transférés les Sumériens et les Babyloniens. Ils ont fait en sorte que la bière soit au cœur de leur société. Si bien que alors j'allais dire les esclaves, mais plutôt les ouvriers qui ont construit les pyramides, ils étaient payés en bière. Moi, ça me plairait bien, je construis ce que vous voulez. Ils étaient payés en bière, ils avaient à peu près 4 jarres de bière. Alors ils n'avaient pas que ça, ils avaient aussi des épices, ils avaient de la nourriture, mais ils étaient payés comme ça. Si vous étiez un petit peu plus haut placé dans la hiérarchie, on va dire, vous étiez garde royal, vous étiez aussi payé en bière, mais ce n'était pas la même bière. C'était, on va dire, de la bière aux dattes ou au miel, c'était de la bière supérieure. Ça permettait de ça. Donc, vous invitez quelqu'un chez vous, vous disiez j'ai de la bière au miel, déjà vous savez que respectez le gars. Il y a le mari d'Agatha Christie qui a découvert une stèle qui raconte la fin de la construction d'un palais, d'un immense palais, dont j'ai oublié le nom parce qu'il est beaucoup trop long, et qui raconte que la fête, c'était avec des milliers et des milliers de cruches de bière. Pas que, il y avait du vin aussi, et de la bouffe, mais la bière était omniprésente. Ils avaient, même c'est à la période de fin août, ce qu'ils appelaient le festival de l'ivresse. Parce que pour eux, en fait, à partir du moment où vous étiez pompette jusqu'à ivre mort, c'était quelque part déjà toléré, et c'était une réussite. Ça voulait dire que vous aviez réussi à entrer en contact avec l'au-delà. C'était vraiment quelque chose oui, c'est vraiment quelque chose de divin. Ils appelaient ça le nectar des dieux. Et donc, jusqu'à vomir, on retrouve des frises où on voit des servants qui tiennent les cheveux d'une gente dame en train de dégurgiter. Alors c'est con, j'ai pas de rétro là, mais vous cherchez ça sur internet, ça doit se trouver facilement. Et on va pas s'attarder plus longtemps sur l'Égypte, sinon on est jusqu'à demain encore. On va squeezer l'Antiquité grecque et on va arriver au Moyen-Âge. Alors le Moyen-Âge, c'est grand comme ça. Il y a un peu de tout dedans, et c'est ce qui est bien. Le Moyen-Âge, c'est la découverte du houblon. Jusque-là, on n'utilisait pas de houblon. C'était même une plante un peu sauvage, un peu bizarre, on y reviendra. Le houblon, ça a permis de conserver la bière plus longtemps, puisque jusque-là, la bière, comme la cervoise par exemple, c'était une bière qui était un peu piquée, qui avait plus un goût aigre, et qui ressemblait vraiment à du jus de serpillière. Au Moyen-Âge, vous avez les femmes qui ont commencé à gentiment être écartées du milieu brassicole, puisque justement avec cette capacité qu'on avait à conserver la bière plus longtemps et du coup à l'exporter ou à la garder, on pouvait en brasser en plus grande quantité. Du coup, les brasseries ont commencé à devenir assez colossales,
Et pour pouvoir avoir une brasserie colossale, il faut avoir accès au capital. Et quand on est une femme, on n'a pas accès au capital. Du coup, jusque-là, ce qui était une affaire de femmes, c'est fini. C'est fini et ça a bien empiré par la suite. Ensuite, en fait, il y a eu un espèce d'effet de soufflet, on va dire, de soufflet qui est très vite retombé. Il y a eu plein d'améliorations, par exemple en République tchèque ou en Pologne, avec l'apparition du verre, du cristal, qui pouvait montrer une bière limpide, transparente, dorée, qui concordait à peu près à l'époque où a été découverte la bière de fermentation basse. C'est ce qui représente 90% de la bière aujourd'hui. La bière, vous prenez une blonde sur la terrasse d'un café, c'est une bière de fermentation basse, c'est ça. Et du coup, c'est devenu un peu hype, la bière. Et tout le monde s'est dit, mais je veux faire ça. Et du coup, on en retrouvait absolument partout. Sauf qu'en même temps, il y a eu des trucs bien et des trucs pas bien qui se sont passés et qui ont tous précipité la bière vers sa perte. Il y a eu d'énormes progrès en microbiologie. Il y a eu le développement du réseau ferroviaire qui a permis d'envoyer de la bière à Pétaouchnok, alors qu'avant, il y avait une petite brasserie locale qui s'en occupait de distribuer de la bière là-bas. Il y a eu la Grande Dépression aux États-Unis, qui les a mis dans la merde, ça c'est sûr. Mais surtout, vu qu'il manquait de céréales, ils se sont mis à brasser de la bière, la même quantité de bière, avec moins de céréales. Et du coup, ça a commencé à faire des bières plutôt légères, pas forcément en alcool, mais surtout en goût. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Américains boivent autant de bières light. C'est de là que vient la fameuse blague que la bière américaine, c'est un peu comme faire l'amour dans un canoë, c'est fucking close to water. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Avec tous ces progrès-là, il y a eu aussi des trucs moins cool. Il y a eu des guerres mondiales. Il y a eu la Révolution française, où les moines ont gentiment été invités à se barrer. Il y a eu des réquisitions dans les brasseries ou dans les monastères. Par exemple, toutes les cuves en cuivre pour les forts de guerre. C'est parti. Et tout ça a fait qu'à la fin, notamment en France, on est passé de milliers de brasseries à 20. Il restait 20 brasseries en France, au milieu du XXe. Bon, dans un monde joyeusement capitaliste, quand on n'est que 20 et qu'il faut arroser tout un pays, on fait le choix de prendre des ingrédients qui sont moins chers, de brasser une bière qui sera peut-être un petit peu moins extraordinaire ou moins naturelle, qui peut plaire au plus grand nombre, de faire une bière standardisée. Et là, on arrive aux années 50, 60, 70. Et c'est pour ça que, probablement vous, vos parents ou moi-même, quand on a goûté une bière pour la première fois, on a trouvé ça dégueulasse. Parce que ça l'est, on va pas se mentir. Et puis après, en Angleterre, au Royaume-Uni et aux États-Unis, il y a eu une nouvelle impulsion. Il y a eu l'impulsion de la bière artisanale, du craft beer, ce qu'on appelle comme ça. Et là, il y a des mecs qui sont débarqués, ils se sont dit, ça fait chier quand même la bière, c'est bien, c'est bon, mais il y a quand même moyen de faire ça un peu mieux, non ? Du coup, ils ont retrouvé d'anciens styles qu'ils ont essayé de rebrasser. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment intéressés, qui ont creusé, c'est des pionniers en fait là-dedans. Et qui se sont dit, mais en fait, on peut utiliser différentes sortes de houblon, il y a plein de goûts différents, c'est fou. On peut utiliser différentes quantités de matières premières, on peut utiliser je les ai ici, là, c'est du malt, on peut utiliser différentes couleurs, différentes quantités. Le houblon, on peut le mettre à la fin, au début, au milieu, peut-être pas, peut-être, oui, non, je sais pas. Et en fait, ça a du goût, putain. Et du coup, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément à faire au niveau de la bière, et ça a fini en hipster qui boit des IPA dans des brewpubs, avec des chemises à carreaux. En partant de là, c'est bien, mais on trouve toujours la bière dégueulasse, on n'aime pas trop l'amertume. Et du coup, je vais vous demander, est-ce que vous savez comment on fait la bière ? Yes. Mais c'est très bien. Est-ce que vous connaissez, vous pourrez me citer au moins 2-3 ingrédients ? Et l'eau. C'est bon, les gars. Est-ce que vous sauriez lequel est, en termes de quantité, lequel serait sur le podium ? L'eau. C'est eau, malt, houblon, levure. C'est les 4 ingrédients essentiels pour faire de la bière. Après, on peut rajouter ce qu'on veut, des abricots, des levures de vagin. On peut faire ce qu'on veut. Mais vous avez au moins besoin d'eau. Et l'eau, je pense que vous avez tous au moins entendu cette phrase une fois, ou vous l'entendrez prochainement. Je pense qu'elle est dans le top 5 des phrases de beauf. C'est économise de l'eau, bois de la bière. Et non, connard, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout, parce que selon le process, en fait, il faut... si vous êtes vraiment optimisé, il faut entre 3-4 jusqu'à 7-8 litres d'eau pour faire 1 litre de bière seulement.
Donc non, si tu veux économiser l'eau, recycle ton urine ou prends des douches de 2 minutes, mais ne bois pas de bière. D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça va donner dans les décennies à venir, mais quand on voit nos amis de chez Nestlé qui commencent à s'approprier des ressources essentielles comme ça, je ne sais pas si le prix de la bière va rester stable très longtemps. Mais ça, nos enfants nous le diront, si vous en faites. Donc l'eau, c'est quelque chose qui peut vraiment changer le goût de votre bière. Si vous prenez une eau du Mont Fuji et une eau du Havre, vous brassez avec les mêmes ingrédients, vous allez avoir 2 bières complètement différentes. En fait, c'est plein de vitamines, de minéraux. Vous pouvez par exemple avoir une eau comme l'eau calcaire dégueulasse de Montpellier, qui est une eau très 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 calcaire, et ça va amplifier l'amertume. Si vous prenez une eau de la rivière de la Gauze qui était utilisée pour faire les gauzes ou les gauzets. C'est un ancien style qui, en fait, c'est une rivière qui passait près de mines de sel. Et du coup, elle était naturellement chargée en sel et en plein de minéraux qui lui donnaient un petit côté salé. Et ça, alors tout le monde n'a pas une rivière qui passe à côté de mines de sel en bas de chez lui. Donc on essaye de reproduire ce style avec, par exemple, du sel ou de la coriandre. Par contre, le deuxième ingrédient, ensuite, c'est le malt. Alors, je ne sais pas comment on peut s'arranger pour faire passer ça. Déjà, est-ce que vous voyez à quoi ça ressemble, le malt? Enfin, maintenant, oui, mais... De quoi? Il sert à germer, en gros. Ouais, c'est ça, en fait, c'est des... Alors, le malt, je ne sais pas si tout le monde a bien vu. Du coup, le malt n'existe pas à l'état naturel. En fait, le malt, ça résulte du processus de maltage. Pour faire de la bière, on utilise des céréales, parce que dedans, il y a du sucre, et on veut ce sucre. Et il y a plein de céréales différentes. Il y a du sorgho, du blé, du seigle, de l'avoine, et notamment de l'orge brassicole, c'est ce qu'on utilise principalement. Dans chaque grain, dans chacun de ces petits grains, là, quand ils sont gentiment cueillis et récupérés à l'état vierge, vous avez une sorte de petite station météo à l'intérieur. Une petite station météo qui va capter l'humidité et la température. Et quand les bonnes conditions sont réunies, bam, il dit c'est bon. C'est le moment de pousser. Et pour ça, pour avoir de l'énergie pour créer une nouvelle plante, il y a un gros bloc d'amidon. L'amidon, c'est une espèce d'amalgame de plein de sucre plus simple. Hein. L'amidon, c'est une espèce de gros bloc de sucre. Et ce sucre va être utilisé pour pousser. Et au moment où ça pousse, en fait, le maltage, ça consiste à ça. Ça consiste à faire croire que c'est le bon moment pour pousser. Et on met un gros coup de chaleur pour tout stopper et pour pouvoir réutiliser ensuite pendant le brassage. Et donc, on peut juste arrêter, donc ça fait un grain, ce qu'on appelle un grain pâle, ce qui donne les pale ale après, c'est pour ça qu'on appelle les bières pale, parce que c'est fait avec du malt pâle. Mais on peut le faire un petit peu plus chauffer. Je ne sais pas si c'est assez représentatif là, mais du coup après ça commence à roussir, et comme il y a du sucre à l'intérieur, ça commence à se caraméliser, et ce qui va donner une petite couleur un petit peu plus cuivrée à la bière. Et puis on peut aller jusqu'à le cramer. On peut aller jusqu'à le cramer de façon plus ou moins intense, hein, selon ses envies. Bon, il ne veut pas sortir, mais je pense que vous voyez ce que ça donne. Et du coup, c'est ça qui c'est ça qui donne la couleur à la bière, et rien d'autre. C'est-à-dire que vous pouvez très bien boire une bière pâle, blonde, limpide, transparente, et qui cogne comme une locomotive, ou boire une bière noire comme l'anus de Satan, n'est-ce pas, et qui soit vraiment pas très chargée en alcool. Donc ça ne sert à rien d'aller se donner un air de gros bonhomme en buvant sa bière noire au bout du bar. Ensuite, il y a le houblon. Donc le houblon, qui a disparu? Il est où? Vas-y, fais passer. C'est parti. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu une plante de houblon à l'état naturel parmi vous? Ça ne me surprend pas. Le houblon, alors les plus courageux pourront goûter. Je crois qu'il y en a un ici qui sait déjà à quoi s'attendre. Donc ça, c'est pas à l'état naturel non plus. C'est un pelé de houblon en fait. C'est des fleurs de houblon qui sont compactées, compressées. Si vous pouvez en manger un petit bout au moins pour voir quel goût ça a, mais c'est du concentré d'amertume. Vous pouvez le mettre dans votre bière plus tard. Du coup, le houblon, en fait, c'est une plante cousine du cannabis. Voilà. C'est pour ça que ça plaît. Donc le cannabis, on peut le vouloir pour certaines raisons. Et le houblon, on va le vouloir pour sa lupuline. La lupuline, c'est sa résine, en fait. C'est une petite poudre jaune-orangée, et dans laquelle il va y avoir 3 choses qui nous intéressent. C'est des acides alpha, des acides bêta, donc qui vont communiquer l'amertume,
et des huiles essentielles qui vont communiquer les arômes. Le houblon, donc on l'utilise depuis le XIe siècle, il me semble, grâce à ce cher Charlemagne, à Pépin le Bref et à la comtesse Hildegarde de Bingen. Et ils se sont rendus compte que ça permettait de conserver la bière. Pourquoi ? Parce que c'est un bactériostatique naturel. Donc ça empêche les bactéries, on va dire, qu'on ne veut pas trop dedans, de se développer. Ce qui est plutôt une bonne chose. Et ce qui évite aussi de choper des bières qui deviennent piquées ou avec des goûts aigres, puisque c'est les bactéries qui donnent ces goûts-là. Le houblon, ça peut servir à plein de choses en dehors de la bière. Qui a goûté du coup ? Ça va, tu passes un bon moment ? Ça va. J'ai fait vraiment un petit bout, mais on sent bien la santé d'amertume. Du coup, elle va te paraître très fade, la bière, après. Ouais. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Si, le houblon, on peut s'en servir pour plein de choses, et notamment en Alsace, la tradition voulait que quand vous aviez des problèmes de sommeil, vous mettiez du houblon sous votre oreiller, et ça vous aidait à dormir. Parce que ça détend énormément le houblon. Donc, le dernier ingrédient, c'est les levures. Les levures et leur mystère. Avant qu'on arrive aux levures, je vais vous expliquer comment on fait rapidement la bière. En fait, donc, vous prenez le malt, il y a du sucre dedans, vous le mettez dans de l'eau chaude, vous allez extraire tous les sucres, vous le faites bouillir, ensuite vous le mettez dans une cuve en le refroidissant, et là, vous balancez les levures. Les levures, ça sert à créer la fermentation alcoolique, c'est-à-dire que ça va transformer tous les sucres qu'on a extraits là-dedans en faisant une soupe. C'est comme si vous mettiez des chocs à pic dans un verre de lait, en fait. Votre lait, au bout d'un moment, il va devenir un peu marron et sucré. Là, c'est pareil, mais avec du malt, avec des céréales. Donc, vous mettez les levures une fois que c'est froid, parce que si vous balancez des levures, vu que c'est des petits organismes vivants à 80 degrés, elles ne vont pas aimer. Et là, du coup, ça va déclencher la fermentation alcoolique. Donc, ça va transformer le sucre en CO2, c'est les bulles, en arôme et en éthanol, en alcool. Ce qu'on ignore, c'est qu'en fait, les levures, ça existe depuis peut-être plus longtemps que nous. Et en fait, il y en a des milliers, c'est pas des milliards, et elles ont toute une typicité. Elles sont pas toutes utilisables pour faire de la bière, pour fermenter, mais en tout cas, celles qui le sont vont dégager des goûts. Et le goût de votre bière, en fait, 40%, ça va être dû aux levures. Si vous prenez le même brassin, vous allez le diviser en 3. Vous mettez une levure de saison, une levure de Pils, une levure de New England IPA. Ce sera 3 bières complètement différentes. Et vous avez des levures absolument partout, dont dans la fameuse Flore de Dodder Lane. Je ne sais pas si ça vous parle. Eh bien, c'est pas grave. Vous chercherez sur Internet. Du coup, voilà comment on fait de la bière aujourd'hui. Et alors, c'est vraiment différent de ce qu'on avait l'habitude de faire avant, puisqu'avant, c'était plutôt... on prend des céréales, on fait chauffer, on attend un peu, on ne connaissait pas trop ce que c'était que les levures, ni ce que c'était la fermentation, ni ce que c'était que les micro-organismes tout court. Et du coup, ça avait des résultats un petit peu hasardeux. C'est pour ça que la cervoise, la vraie cervoise à l'ancienne, a un goût plutôt piqué et aigre, qui ne plaît pas à tout le monde. Donc moi, j'aime bien, j'aime beaucoup même. Maintenant, vous avez dû vous asseoir sur une petite fiche. Et j'aimerais vous demander de trouver quel est le lien qu'il peut y avoir entre la bière et chacune des images. On peut commencer par le premier. Donc, est-ce qu'il y en a qui voudraient se lancer ? Quel peut être le rapport entre Aristote et la bière ? La foule est en délire. Ok, alors je vais vous dire. Ouais. En fait, il faut passer par... donc ça se passe à l'Antiquité, forcément. Il y a un certain Échille, qui est un dramaturge grec, qui, dans ses pièces de théâtre, utilisait la bière pour... il lui associait en tout cas des propriétés, on va dire, laxatives et féminisantes. Pourquoi ? C'était pas trop la mode, la bière, à l'Antiquité, malheureusement. Du coup... Vous avez Hippocrate, donc le papa de la médecine, qui a développé la théorie des humeurs. Selon, comme quoi, les aliments sont composés de 4 éléments. Donc eau, terre, feu, air. Qui ont donc des propriétés comme chaud, froid, sec ou humide. Le vin, qui avait vraiment la cote à l'époque, c'était quelque chose qui était considéré comme masculin, puisque comme les hommes,
il était considéré comme étant composé de quelque chose de chaud et d'humide, de chaud et de sec. Par contre, la bière, c'était quelque chose de très féminin, puisque comme les femmes, c'était quelque chose de froid et humide. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Hippocrate. Et du coup, débarque Aristote. Aristote qui, lui, fin observateur qu'il était, voit qu'il y a différents types de substances et d'aliments qu'il va considérer comme intoxicantes, dans le sens où elles vont produire un effet sur votre corps ou votre esprit. Et le vin, c'était une substance étourdissante, et la bière, c'était une substance stupéfiante. Et les substances étourdissantes pouvaient vous faire tomber, si vous en consommez un peu trop, sur les côtés ou devant. Mais la bière, ça vous est tombé en arrière. Voilà. Donc merci Aristote pour cette observation. Ensuite, Benjamin Franklin. C'est une citation que vous avez forcément entendue. Il dit que la bière était la preuve que Dieu existait. C'est ça. Donc ça, c'est un truc qu'on retrouve souvent dans les chiottes des bars ou sur des petits tableaux, souvent dans les bars, hein, où que quelqu'un viendra vous dire, en vous posant la main sur l'épaule, mais tu sais pas ce qu'il a dit, Benjamin Franklin. Il a dit, la bière est la preuve que Dieu nous aime et veut nous voir heureux. Alors c'est une super phrase, ça arrange tous les gens qui aiment la bière, ça les excuse peut-être, on va dire. Et sauf qu'en fait, il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça puisqu'on a retrouvé des correspondances qu'il avait avec un certain abbé qui s'appelait l'abbé Morlaix et à qui il disait en fait, vous voyez, cher abbé, la pluie qui tombe sur le sol et qui passe dans les vignes et qui nous arrose de grains, de raisins, ça c'est la preuve que Dieu nous aime. Mais il n'a jamais parlé de bière. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous dit ça, vous l'envoyez chier. Obama. Il a fait brasser de la bière à Maison Blanche avec notamment du miel. Excellent. Excellent. Je crois que c'était vidéo. Ouais. Ok. Sinon c'est balèze. Hein. Donc ce cher Obama, voilà, c'est le premier président américain à avoir fait brasser de la bière à la Maison Blanche. Mais tous les présidents, américains ou pas, mais surtout américains, ont entretenu une petite relation, on va dire petite, avec la bière. Vous avez par exemple George Washington, qui avait sa propre recette de small beer, qui faisait brasser par sa femme. Et il avait même appelé ses chiens, alors je ne sais plus ce que c'est en anglais, mais je sais qu'il y en avait un, c'était Tipsy. Et en fait, c'est des noms genre Pompette, Bourré, Galette et compagnie. Et voilà. Et donc, ce cher Obama kiffe la bière. Il s'en est même servi pour sa campagne présidentielle. Ensuite, un nombril. Quel est le rapport entre la bière et un nombril? Les levures, ok. Il n'y a pas des tarés qui ont récupéré des levures de griffe pour essayer de faire de la bière? C'est des tarés, mais il n'y a plus tarés qu'eux. Au moins, c'est une bière que tout le monde peut faire. C'est en Australie, je crois. C'est la 50 Cent Brewery. Ils sont allés récupérer ce qui pouvait se trouver dans leur nombril, de tous les brasseurs. Hein. En plus, c'est des bons bidous de brasseurs bien velus, comme on aime. Ils les ont mis dans des petites plaques de gélose, d'agar-agar. Ils ont regardé ce qui se développait. Ils ont essayé de sélectionner ce qui ressemblait à des levures. Et puis après, ils l'ont multiplié, ils l'ont développé. Ils en ont fait plusieurs. Ils ont fait plusieurs bières. Ils ont fait goûter toutes les bières aux gens en disant c'est laquelle que tu préfères, parce que forcément, ça avait des goûts différents. Et du coup, ils en ont gardé une pour faire une bière. Donc une bière à base de levures trouvées dans un nombril. Voilà. Mais vous pouvez trouver des levures absolument partout. Alors ensuite, la prochaine, du coup, elle était pour Valentine, mais Valentine a disparu. Ou alors elle est... Si. Elle arrive. Tiens, j'ai une feuille. C'est celle du milieu. Est-ce que... Tu sais, viens si tu écoutes. Est-ce que tu sais quel est le lien entre la bière, entre cette image et la bière? C'est pas un anus de chien, ce nombril, non? Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est une méthode de fabrication, une méthode de brassage. À l'époque, on n'avait pas forcément sa cuve inox et son but à gaz. Mettez la pièce pierre chaude pour fermenter. C'est ça. Au temps de jadis, on avait une méthode donc pour faire... Merci. Du coup, c'est pour ça. Et en fait, c'est des bières volcaniques qui sont utilisées, des pierres qui résistent à une très très grosse température sans éclater. Voilà. Et du coup, c'est surtout les Nordiques, donc en Suède, en Norvège, des gens qui faisaient ça. En fait, ils prenaient des petites bières de la taille de grosses boules de pétanque, ils faisaient un feu, et ils faisaient chauffer ça, et en fait, ils les mettaient directement dans le mélange d'eau et de céréales. Et pendant une demi-heure, ils arrivaient à maintenir une température d'ébullition. Et du coup, ça donnait un petit côté fumé, calcaire, à la bière, qui n'était pas désagréable, et ça s'appelle le Steinbier, qui veut dire caillou
caillou feu, enfin bière feu, je crois que c'est ça, bière au caillou. Bière au caillou. Je n'ai pas fait allemand en LV2 malheureusement. Et après, il y a plein de bières qui ont été brassées avec ce petit côté calcaire. Je sais que pour célébrer le Paris-Roubaix, il y a une brasserie qui a fait, je crois que c'est la Raccoon Brewery, ils ont fait une bière avec un pavé de la ligne d'arrivée qu'ils ont balancé dans le brassin. Enfin, il y a... Bon, voilà, c'est pour faire de la com. Aujourd'hui, c'est un peu ça, de toute façon. Faire de la bière un peu originale, on met tout et n'importe quoi dedans. On met du saucisson, du pâté en croûte, bref. Mais ça, au moins, c'est traditionnel. Avec une baleine, tiens, on va enchaîner là-dessus. Quel peut être le lien entre... alors, il doit y en avoir ici qui savent, je suppose. Mais quel est le lien entre la bière et une baleine? Elle en produit naturellement. Si t'en connais une qui en produit naturellement, ça m'intéresse. Non, pas du tout. C'est très traditionnel aussi. Ça se passe en Islande. Je pense pas que vous devinerez, donc je le dis. Ça se passe en Islande, et c'est une brasserie qui fait une bière pour un festival, donc traditionnel. Un traditionnel, ça excuse beaucoup de choses. En l'occurrence, c'est une bière qui est brassée avec des couilles de baleine. Mais ces couilles de baleine subissent un petit traitement avant. En fait, elles sont fumées avec des bouses de mouton séchées. Voilà. Donc une fois que ça s'est bien imprégné de tout ça, c'est gros une couille de baleine. Je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si j'avais été plus choqué par ça ou par le fait qu'ils l'utilisent pour faire de la bière. L'ISS. Ils ont embarqué de la bière sur l'ISS. Ils en ont fait? Ils ont essayé d'en faire, mais surtout, ils ont regardé si c'était possible de faire pousser de l'orge en apesanteur. Ça paraît con comme ça paraît même très très con. Mais ils sont déjà en train de se dire que si un jour, éventuellement, on arrive à coloniser une exoplanète, et ben, au lieu de prendre 15 tonnes de pastilles de micro-pur pour avoir une eau clean et propre, si on arrive à développer l'agriculture là-bas et à faire de la bière, ça résoudrait pas mal de problèmes. Du coup, il faut voir si pendant le brassage, pendant le voyage plutôt, c'est possible. Ils testent des pistes, on va dire. Ensuite, un Spitfire, alors là on passe sur complètement autre chose, un Spitfire de 1944. En fait, après le débarquement, les Anglais qui restaient sur la côte, ils étaient contents. Mais sur place, malheureusement, ils avaient que du cidre à se mettre dans le gosier. Du coup, ça a vraiment influencé le moral des troupes. Et ça n'avait pas été la première fois de l'histoire qu'il a fallu expédier de la bière en urgence pour que les soldats gardent le moral. C'est vrai. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont traficoté des Spitfire et des Typhoon pour se faire envoyer de la bière en express depuis l'Angleterre, du bon gros porter ou du gros stout. Et en fait, ils accrochaient des fûts qu'ils avaient bidouillés, soudés, à la place des compartiments missiles. Voilà. Et du coup, ça s'appelait les Flying Pubs. Mais on les voit, hein, c'est une vraie photo en dessous. On voit que c'est des fûts et c'est pas des bombes, c'est vraiment des tonneaux. Et en plus, avec l'altitude, ça arrivait à température idéale. Le dernier, c'est Tribu d'Amazonie. Ça servait pour les rituels? Ouais, mais lesquels? Pour communiquer avec Aussi, ouais. En fait, ils s'en servent pour énormément de choses. Et je les mets en dernier parce que, en fait, si j'ai créé la chaîne, c'est par rapport à cette histoire que j'ai découvert, qui, en fait, c'est un grand recueil universitaire qui s'appelle La Pirogue ivre et que je vous encourage à aller farfouiller, lire. En fait, il y a plein de tribus en Amazonie, hein, c'est grand, enfin, ce qu'il en reste en tout cas, qui ils boivent beaucoup de bière. Ils boivent beaucoup de bière, mais déjà, ils n'ont pas la même façon que nous pour la faire. Nous, on a pu faire des trucs un peu chelous, par exemple piétiner du raisin avec les pieds, ou des trucs comme ça. Eux, ils voient ça, ils nous prennent pour des malades, ils nous découpent, ils nous mangent. Mais en fait, eux, ils vont faire ce qu'on appelle de la chicha, c'est-à-dire qu'ils vont mâcher des céréales ou des racines comme du manioc. Et dans la salive, on a une enzyme qui s'appelle la ptyaline. Il me semble que c'est une enzyme qui va se charger de faire tout le nécessaire pour que la fermentation puisse avoir lieu. La fermentation donc spontanée avec les levures qu'il y a dans l'air. Et du coup, ils mâchent et ils crachent dans une bassine plein de fois, à plusieurs, c'est convivial. Et ils laissent 2-3 jours à tout péter et ça fait une petite boisson fermentée, on peut appeler ça une bière, une petite boisson fermentée qui ne dépasse pas les 2,5 degrés, 3 degrés. Ils
peuvent aller beaucoup plus haut en mettant plus de matières premières, mais le but c'est d'en avoir énormément parce qu'ils boivent comme des putains de trous, ils font tout le temps la fête, il y a toujours une occasion, un nouveau village, il est à 2 semaines de son anniversaire, alors il faut faire une semaine avant enfin, la fête, bref. Et du coup, ils boivent énormément de bière. Ils boivent, je crois que les hommes, il y avait une moyenne qui avait été faite, c'était environ 10 à 12 litres de bière par jour. Voilà. Alors, c'est pas tous, hein, mais il y en a beaucoup, il y a beaucoup de tribus qui le font. Et du coup, il y a un rituel qui s'amuse à faire, enfin je dis s'amuse à faire, mais c'est très sérieux, c'est que là-bas, il y a beaucoup de maïs, et donc ils mâchent beaucoup de maïs pour faire de la bière de maïs, et le maïs, c'est quelque chose qui pousse très vite. Du coup, dans leur logique à eux, en vomissant cette bière de maïs sur leurs enfants, eh ben, c'est censé les aider à grandir aussi. En plus, ça doit être tout chaud, ça doit pas être désagréable, parce qu'ils sont souriants, hein, et tu les vois, ils sont là. Très bien. Et c'est pas la seule chose qu'ils font, mais en tout cas, c'est ce qui m'a donné envie de créer la chaîne, c'est parce qu'on se rend compte qu'il y a une telle diversité dans la façon de faire la bière que ça touche absolument à tout. Donc là, j'ai essayé de vous mettre quelques petites histoires comme ça amusantes, mais en fait avec la bière, en partant de la bière, on peut accéder à tellement de choses. Et moi, c'est ce qui m'a plu, c'est que si on est un peu curieux, si on aime rester dans la découverte, vous pouvez accéder à tout, à la microbiologie, à l'ethnologie, à l'ethnographie, à la politique, par exemple les droits d'assises. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure quand on parlait d'Égypte, mais Cléopâtre III même normalement, ça a été la première à instaurer une taxe sur la bière pour financer sa guerre contre Rome. Du coup, elle s'est pris une grosse levée de bouclier. Elle a perdu un peu en popularité. Mais par la suite, il y a eu plein de taxes qui ont été utilisées aussi pour financer des guerres ou d'autres, comme aujourd'hui ce qu'on appelle les droits d'assises. Les droits d'assises qui ont été augmentés il y a 6 ans, 6-7 ans, je crois. À l'époque, il y avait Gérald Darmanin qui avait demandé à Jacques Chirac d'intervenir parce que du coup, la bière était plus taxée. Donc nous, on paye plus. Et en fait, ça servait à rembourser le trou de la Sécu. Voilà. Il faut savoir qu'en buvant de la bière, vous contribuez à réduire la dette. Je ne sais pas si ça peut servir de conclusion, mais en tout cas, je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Et comme vous avez été sage, je vous ai ramené un fût de la bière que j'ai brassée avec une brasserie locale qui s'appelle Zoubrou, qui est à Castelnau, qui s'appelle La Potion. Et c'est moi qui régale. Voilà.